Donc le thème que nous allons essayer de développer ensemble ce soir, c'est comment passer les différentes étapes de l'existence. C'est ça, il me semble. Bonne question, hein? Alors pour cela, on va démarrer, on va prendre comme point de départ donc une Mishnah, un enseignement des Chachamim dans Pirkei Avot. En premier lieu, je vais juste me contenter de vous lire le texte, de le traduire. D'accord? Et puis après, on va voir un petit peu comment est-ce que ça peut se traduire pour nous. Waya Omer, il disait, qui? L'enseignant précédent. On va voir qui est-ce. Ben Chamesh Shanim la Mikra, celui qui est âgé de 5 ans, la Mikra, eh bien, commence à apprendre à lire. Ben Esser la Mishnah, celui qui a 10 ans commence à étudier le préambule au Talmud, la Mishnah. Ben Shlosh Esrei la Mitzvot, à 13 ans, ou 12 ans pour les filles, il passe dans l'univers des Mitzvot et des commandements. Ben Chamesh Esrei la Talmud, à l'âge de 15 ans, il passe au Talmud. Donc là, pour l'instant, on a l'impression que les différentes étapes, ce ne sont que des étapes d'apprentissage. Hein. Et puis là, on commence à passer à autre chose. Ben Shmona Esrei la Choupa, à l'âge de 18 ans, il passe sous la Choupa, c'est le mariage. Ben Esrim, à l'âge de 20 ans, l'Irdof. L'Irdof, eh bien, il commence à courir. C'est pas après quoi. Ben Shloshim la Koach, 30 ans, la Koach, c'est pour la force. C'est pas la force est en toi. Ben Arbaim la Bina, à 40 ans, le discernement. Ben Chamishim la Etza, à 50 ans, le conseil. Ben Shishim la Zikna, 60 ans pour la vieillesse. Ben Shivim la Seva, à 70 ans pour une autre forme de vieillesse. Et puis là, brusquement, c'est curieux parce que Ben Shmonim, à 80 ans, la Gvura pour la puissance et la force. Ben Tishim la Souach, à 90 ans, la Souach, c'est le moment dans lequel il s'occupe surtout de prier. Et Ben Mea, à 100 ans, que Iloumet, c'est comme s'il était mort, veut avoir ou batel minaolam, et au fond, il ne fait plus partie de cet univers. Donc il y a plein de questions. On va essayer, sur la base de cet enseignement, de réfléchir à ce concept des différentes étapes de l'existence. Mais je voudrais quand même, auparavant, vous citer la Mishnah qui précédait. Et a priori, on ne va pas voir le rapport. Seulement, si des enseignements sont côte à côte, sont juxtaposés, c'est qu'ils ont bien un sens. Et surtout que cet enseignement-là, qui nous parle donc d'étapes, qui semble être d'un côté des étapes au niveau des phénomènes d'apprentissage et de l'autre côté des étapes au niveau de, on n'a pas très bien compris pourquoi, en dehors de la choupa, le mariage, mais après la force, le conseil, 50 ans c'est l'âge du conseil, ça veut dire quoi? On nous dit, Huaya Omer, il disait. Et puisqu'on nous dit « il disait », c'est que nécessairement on veut relier ça à l'enseignement précédent. Et l'enseignement précédent, on dit c'est qui? Et qui est? C'est Yehuda ben Tema. Et Yehuda ben Tema disait la chose suivante. « Heve az kanamer, soit hardi comme le léopard, ve kal kanesher, léger comme l'aigle, curieux, a priori un aigle c'est plutôt lourd, ve ratz katsvi, rapide comme le cerf, gibor kahari, pour et Gibor puissant, Kahari comme le lion, la sot rotson avicha sheba shamaim pour accomplir la volonté du créateur de l'univers. Donc c'est très intéressant, on n'a pas très bien compris ce que ça veut dire aussi, mais il y a une forme de juxtaposition entre un enseignement dont on va essayer de découvrir la teneur, et un autre enseignement qui semble nous poser le principe qu'il y a des étapes à franchir dans l'existence, mais on n'a pas très bien compris encore comment ça s'organise. Alors, le point d'abord que l'on retrouve dans le premier enseignement est le suivant. Heve'az kanemer, on est ici en plus dans un impératif. C'est-à-dire qu'on a ici une Mishnah qui nous parle à l'impératif et qui nous dit Heve, soit. C'est-à-dire c'est une nécessité absolue. Ce n'est pas une proposition, mais c'est une obligation. Az kanamer. Alors, hardi comme le léopard, léger comme l'aigle, celui qui court comme le cerf et puissant
comme le lion, pour faire la volonté du Créateur. Quel est le rapport entre ces différentes constituantes de l'individu? La'asot rotzon avicha shebashamim. On va d'abord analyser le dernier terme. Pour faire la volonté de ton Créateur. C'est-à-dire que ici, Yehuda ben Tema pose comme axe de départ qu'il y a une notion de faire et d'effectuer la volonté du Créateur de l'univers. C'est-à-dire que l'homme ne va pas se poser la question de savoir ce que la vie doit lui apporter, mais qu'est-ce qu'il doit lui-même apporter à la vie. Ça, c'est déjà le point de départ. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un axe. Est-ce que je recherche ce que la vie va me donner, ou est-ce que je recherche ce que moi-même je vais apporter à l'existence? Et là, on a donc ce concept en premier, qui est le suivant, La'asot rotzon avicha shebashamim. Très intéressant de voir les termes qui sont utilisés. La'asot pour faire, rotzon la volonté, avicha de ton père shebashamim qui est aux cieux. Qu'est-ce qui se joue au fond dans ces différents termes? Accomplir la volonté de ton père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi, accomplir la volonté? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a en effet quelque chose qui est du domaine de la volonté, c'est-à-dire que le Créateur de l'univers veut que tu accomplisses sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est ce que je viens d'essayer de vous dire de cette manière. Qu'est-ce que tu vas apporter à l'univers dans lequel je t'ai mis? Et ça, je te demande d'y réfléchir. Qu'est-ce que tu vas apporter à cet univers dans lequel je t'ai mis, à travers la génialité qui est la tienne, à travers la particularité qui fait que tu es un être unique? Qu'est-ce que tu vas apporter au monde? Qu'est-ce que tu vas apporter à la vie? Et là, pour pouvoir apporter quelque chose au monde, il va falloir développer 4 éléments. Et ces 4 éléments vont être le point de départ de la réflexion sur les différentes étapes de l'existence. Premièrement, développer une notion de razout, de hardiesse. C'est quoi la notion de la hardiesse? C'est le fait de ne pas avoir peur de quelque chose. Quelqu'un qui est hardi, c'est quelqu'un qui est haz, c'est quelqu'un qui... La hazout, le terme de hardiesse, c'est sans doute le plus proche du mot hébraïque. J'en ai pas de plus proche. Quelqu'un qui est haz, il n'a pas peur. Il a comme une forme de hardiesse, il y va. On y va, go. C'est quelqu'un qui est capable donc d'imaginer qu'il y a des projets à réaliser dans l'existence. Quelqu'un qui est capable de ne pas se contenter juste d'entretenir l'univers dans lequel il se trouve, de l'élargir, mais de l'inventer. On peut parfaitement en effet investir son temps et son énergie dans le monde pour développer l'univers dans lequel on se trouve. Le périmètre et les zones de confort dans lesquelles on nous a installés, nous allons les entretenir. Et là on nous dit « Heveaz », tu as une obligation de faire preuve de hardiesse, c'est-à-dire que le point de départ, c'est d'être capable de savoir qu'il y a le concept du projet qui va être présent dans ton existence. Et au fond, on va essayer de voir par la suite comment, aux différentes étapes de la vie, ces notions-là vont se retrouver de manière systématique, mais vont prendre des formes et des tournures différentes. Razout, la force de s'extraire de nos zones de confort, d'inventer, d'imaginer que j'ai un projet à faire. Seconde chose, Kal, Kanesher, la légèreté, non pas du colibri, non pas du moineau, mais a priori du volatile, qui est sans doute le plus lourd, qui est l'aigle. Alors, j'ai pas fait une étude comparée si entre l'aigle, le vautour et le gypaète barbu, lequel est... Mais globalement, un aigle, c'est mastoc. C'est curieux de parler de légèreté avec un oiseau qui, a priori, est extrêmement pesant, est extrêmement lourd. Les maîtres de la Kabbale nous expliquent que ce qui fait que l'aigle est considéré comme un oiseau léger, c'est la facilité qu'il a de pouvoir se mouvoir dans l'espace de par l'envergure de ses ailes, qui sont symbolisées dans le monde de la Kabbale comme étant la joie qui permet à l'homme de ne pas être tiré vers le bas par la pesanteur de son corps, c'est-à-dire par les réalités concrètes de l'existence. Traduit différemment, construire un projet se confronte immédiatement à la réalité concrète de la vie. Les difficultés liées d'abord à mon histoire, à mon vécu, et les difficultés techniques, les difficultés liées au monde de la nature, de la matière, des autres. Et ça, c'est ce qui me tire vers le bas. C'est-à-dire, c'est ce qui m'empêche au fond à un moment d'accéder à quelque chose. L'aigle symbolise donc cette possibilité de dépassement, mais qui ne peut se mettre en place que dans la mesure où ce qui le maintient au sol,
c'est-à-dire sa pesanteur, son poids, eh bien, est combattu par l'envergure de ses ailes, qui est le principe de la simcha, de la joie. Et c'est quoi cette joie? C'est de découvrir que l'on va donner du sens à son existence. Découvrir qu'à un moment, on s'inscrit à l'intérieur, donc, Askanemer, cette hardiesse qui nous dit « je crée quelque chose, j'invente quelque chose, je développe une chose qu'il n'y a que moi qui puisse mettre en place à l'intérieur de l'univers ». Cette joie, ce constat que nous sommes capables de créer du sens et que nous n'avons pas de doute là-dessus, c'est ce qui nous permet à un moment de nous élever au-dessus des contingences de la matérialité qui nous bloquent et qui font que l'on a tendance à dire « ça ne sera pas dans le domaine du possible » ou alors de trouver déjà les prétextes pour ne même pas commencer à faire le premier pas. Ça va être le deuxième axe. Avec, en bonus, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, le fait que nos maîtres nous apprennent que la joie aussi s'obtient quand on a réglé des doutes, c'est-à-dire que lorsque l'on a construit ça comme une forme de certitude. Troisième élément, la rapidité, c'est-à-dire un mouvement immédiat. Le fait que dès le moment où ces notions-là, je veux les inscrire dans ma vie, ce ne sont pas juste des concepts, mais c'est quelque chose dans lequel il y a le passage à l'acte. C'est intéressant de voir que le cerf, à l'image d'ailleurs d'autres animaux qui sont rapides, mais dès le moment où il démarre vite. C'est-à-dire, il va extrêmement vite dès le début. On n'est pas ici dans quelque chose dans lequel tour de chauffe, deuxième tour de chauffe, préchauffage, et puis après, éventuellement, on y va. Le cerf est dans cette rapidité de traduction. Le passage à l'acte est le révélateur de la certitude que l'on a de la démarche qui doit être la nôtre. Si on est capable d'être dans l'immédiateté du mouvement, c'est qu'au fond, on a construit une certitude sur la validité de celui-ci. Et après, la Gvura, c'est-à-dire cette puissance qui permet au fond d'être dans la continuité, dans la constance. Cette Gvura-là, c'est la constance, c'est la continuité que l'on est capable d'avoir. Ces éléments-là précèdent la Mishnah qui nous enseigne c'est quoi les étapes de l'existence. Parce que les étapes de la vie ont ceci de commun, c'est que dans chacune de nos étapes, les 4 éléments que nous venons de développer devront être présents. Chaque étape de l'existence est un moment dans lequel il y a en effet un projet à imaginer, il y a en effet cette capacité de dépasser les contingences parce qu'on a construit une certitude, il y a cette nécessité d'être dans le passage à l'acte, et il y a aussi l'obligation d'être dans la constance. Ce ne sont pas des éléments que l'on va installer à un moment de la vie, c'est dès le début. Et la Mishnah d'après, Huaya Omer, et maintenant que Yehuda ben Tema nous a posé cela, alors Huaya Omer, il disait autre chose. Il te dit, et maintenant, voici les domaines d'application dans lesquels tu vas faire vivre et exister de manière concrète les éléments dont je viens de te parler. En 2 mots, la constance, le passage à l'acte, la capacité de se dépasser et le fait que nous avons un projet, ce sont des choses que l'on a à chaque étape de la vie. Il n'y a pas des étapes dans lesquelles ces notions-là sont absentes. Or, la plupart du temps, quand nous parlons d'étapes, nous voyons des étapes comme étant l'âge de l'insouciance, l'âge du rire, l'âge de la légèreté, c'est-à-dire des moments dans lesquels ces qualités-là n'ont pas lieu d'être présentes. Et Yehuda ben Tema, il te dit, mais pas du tout. Et il commence, Ben Chamesh le Mikra. Pour passer correctement les étapes de l'existence, il faut être capable d'installer chez l'enfant, et si on ne l'a pas fait, de le réinstaller chez nous en tant qu'adulte, l'idée que le moment que je vais vivre s'appelle un projet, et que pour que je puisse véritablement passer ce moment de la manière la plus équilibrée qui soit, et la plus profitable, les 4 notions que l'on vient de voir doivent y être présentes. Pourquoi ? Cette idée que je vais partager avec vous, vous l'avez déjà entendue. On l'a déjà développée dans un cours. C'est au fond le point de départ de la paracha de la semaine. Vous allez sûrement vous en rappeler. Vayiyu chaye Sara me'ashana esrim shana vesheva shanim.
Je suis sûr que si je demande à l'un d'entre vous de le dire, il saura le dire. Le texte commence à nous relater l'histoire de la vie de Sarah, dans laquelle on dit que Sarah a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Dans la chanson, elle avait un autre âge, mais dans la Torah, c'est ça son âge. 100 ans, 20 ans et 7 ans. Question, pourquoi est-ce qu'on nous dit 100 ans, 20 ans et 5 ans? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas 127? Rachid donne une explication, et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch en donne une autre. Et je vais partager avec vous celle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit pourquoi 100 ans, 20 ans et 7 ans? Parce que comme nous sommes en train de décrire ici une vie d'épanouissement, eh bien nous sommes en train de séquencer les différentes périodes de l'existence pour te montrer et t'apprendre que Sarah n'a pas voulu intervertir les différentes périodes de sa vie. Elle a vécu la période de l'enfance pleinement, elle a vécu la période de la jeune fille pleinement, et elle a vécu la période de la femme pleinement. Traduction, elle n'a pas ni voulu sauter des étapes, ni régresser. Quand elle avait 40 ans ou 50 ans, elle n'a pas voulu se revoir comme une petite demoiselle de 18 ans. Avec tout le respect que je peux avoir pour une petite demoiselle de 18 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, la Torah nous dit, voilà, ce qui fait que la vie de Sarah est accomplie, c'est qu'elle a vu chaque période à vivre en tant que telle. Elle n'était pas préoccupée par la suite, au moment où elle devait vivre ce qu'elle devait vivre. Et ça va être donc la base qui va nous permettre de savoir comment vivre et comment réussir à franchir les étapes de l'existence, c'est-à-dire comment avoir envie de sortir de ce qu'on va appeler à un moment le syndrome de Peter Pan. Comment on fait pour réaliser qu'à un moment c'est stop, j'ai terminé et je passe à autre chose. À l'image, et c'est ce que Yehuda Ben Tema nous dit, Ben Chamesh la Mikra. À 5 ans, tu apprends à lire. À 5 ans, tu apprends le Chumash. Tu es d'accord que si, quand on a 10, je te reprends et je te dis, on va réapprendre à lire, tu vas me regarder, tu vas me dire, t'es marrant, toi. J'ai terminé. C'est-à-dire, j'ai terminé de faire ce que je devais faire à ce moment de vie. Donc, pourquoi y revenir, puisque c'est déjà là? J'ai fini d'installer ce que je devais mettre en place à ce moment de l'existence. La question, au fond, que la Torah nous propose d'avoir est la suivante. Pour bien passer les étapes de la vie, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que dans ce moment de vie, je dois installer à l'intérieur de celle-ci? Qu'est-ce que je dois mettre en place? À l'âge de 5 ans, un parent se dit, qu'est-ce qu'on met en place chez un enfant de 5 ans? Qu'est-ce qu'on doit lui apprendre? Qu'est-ce qu'il doit intégrer? Et pour cela, il y a un projet, Raskanemer, le projet de l'arracher à l'univers du jeu pour le faire entrer dans l'univers de l'apprentissage. Et ça me fait toujours sourire qu'on a absolument envie d'apprendre un enfant à lire en étant dans le jeu. Parce que justement, tu dois l'arracher. Le projet, c'est qu'il sorte de l'univers du jeu. Pas totalement parce qu'il va en avoir besoin, mais pour pouvoir entrer dans un univers dans lequel l'apprentissage n'est pas lié au jeu. Parce que sinon, tu installes chez lui cette idée que l'apprentissage n'a de valeur ou est quelque chose d'acceptable que s'il est lié à une notion de plaisir immédiat à l'image du jeu. Or, le principe même d'apprendre, c'est de savoir que j'investis pour tirer plaisir par la suite de l'investissement que j'ai eu maintenant. Quand l'enfant est petit, il a le plaisir du jeu. Vous savez que le jeu, c'est un plaisir en tant que tel. Ça ne produit rien, mais c'est du plaisir au moment où je joue. Lorsque tu apprends Abagadala, ce que tu veux, tu n'as aucun plaisir, pour une raison très simple. L'absence de plaisir, c'est que tu n'as rien produit pour l'instant. C'est une étape que l'enfant doit passer. Si pour lui avoir trouvé Badaga, c'est avoir appuyé sur des boutons, et à ce moment-là ça fait bip bip et il a gagné le je ne sais trop quoi, donc tu es toujours en train de lier la notion de l'apprentissage à la notion du plaisir immédiat. Mais c'est un concept qui n'a plus sa raison d'être chez l'enfant. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est ça ton projet. Ton projet, c'est pas lui apprendre à lire. Ton projet, c'est de faire en telle sorte que cette étape soit un élément qui le construit dans son identité. Vous avez des personnes qui peuvent avoir 20 ans, 30 ans ou plus, et qui, si elles ne voient pas un plaisir immédiat d'un investissement qu'elles vont avoir, n'y vont pas. Et ce qu'elles ont appris dans lequel elles n'avaient pas de plaisir immédiat, elles l'ont fait parce qu'elles n'avaient pas le choix. Mais elles continuent toujours à rester sur le même modèle, c'est-à-dire on n'est pas encore sorti de l'âge de 5 ans. Ben Chamesh, le Mikra, c'est quoi l'objectif? Donc vous voyez que déjà, on peut être dans des zones de rattrapage. Posons-nous la question.
Est-ce qu'à un moment, si je ne suis pas obligé par les nécessités de la vie, je suis prêt à investir du temps et de l'énergie pour pouvoir faire quelque chose dont je ne verrai pas le bénéfice immédiatement? Il y a de fortes chances que la réponse ne soit pas toujours celle qu'on souhaiterait entendre. Si je n'ai pas le choix, je le fais. Si je ne le fais pas, ça n'ira pas. Mais ce concept-là qui est fondateur, qui te permettra par la suite d'être dans la continuité de l'effort, même si le résultat n'est pas toujours au rendez-vous, en tout cas pas immédiatement, à quel moment tu l'installes? Cette première étape, elle n'est pas là. C'est ce qui vous fait que... Pourquoi vous voulez que je me batte pour être dans la continuité d'une relation? Parce que j'ai à 5 ans pas encore appris que tu dois être capable d'investir dans quelque chose dans lequel tu n'as pas immédiatement le résultat. Et parce que je ne l'ai fait que quand je n'avais pas le choix. Que quand je n'avais pas le choix. Donc au fond, le message, il est tout sauf passé ici. On peut s'arrêter juste Ben Chamesh la Mikra et réaliser que parfois on n'est pas encore sorti de l'âge de 5 ans. On peut avoir 50 ans et enlever encore un zéro. Ben Chamesh le Mikra. Seconde étape, donc ça a une première étape à passer. Et vous imaginez à quel âge on l'a fait passer à l'enfant? À l'âge de 5 ans, mon frère. À 5 ans, l'enfant doit être capable de comprendre que ce n'est pas l'immédiateté du résultat qui va conditionner son investissement. Et comment tu mets ça en place? À travers les 4 éléments que nous avons vus précédemment. Ça doit être un projet pour toi, le parent. Tu dois lui permettre en effet de s'élever au-dessus de la difficulté d'être dans ce passage à l'acte. Et tu dois immédiatement mettre ça en place. Et tu dois travailler sur la constance pour que cette notion-là, elle puisse s'inscrire à l'intérieur de lui. C'est plein de gens, ils viennent, et quand vous apprenez le Talmud, ils disent « Mais pourquoi vous apprenez le Talmud? Ça sert à quoi ?» Ces gens-là, j'ai envie de leur dire « Bon, t'as toujours pas dépassé 5 ans, mon frère. » C'est pas parce que ça ne sert pas immédiatement à quelque chose que pour autant je ne vais pas le faire. Ça fait 3000 ans qu'on se balade avec, et à ce qui paraît, c'est un truc pas mal. À tel point que les Coréens sont intéressés à prendre le Talmud. Il faut croire qu'il va se passer quelque chose sur la base. C'est-à-dire si tu n'arrives pas à voir immédiatement le bénéfice ou tu ne vis pas immédiatement, tu n'y vas pas. Comment tu vas faire dans ta relation de couple? Comment tu vas faire? Explique-moi. Ça va être difficile, encore qu'il y aura des enfants qui bloqueront peut-être le passage à la rupture. Mais il va falloir se poser la question à un moment. On n'a pas encore 5 ans. Ben Esser après. La suite, c'est Ben Esser la Mishnah. À 10 ans, on passe à la Mishnah. Alors la Mishnah, c'est quoi? Mishnah, c'est quoi? C'est apprendre la Torah orale. La Mishnah, c'est la loi orale. C'est quoi la Mishnah? La Mishnah a été mise par écrit parce que malheureusement, le rapport à l'oral a été au fur et à mesure un peu... de plus en plus difficile parce que les gens n'arrivaient plus à se rappeler par cœur, mais normalement, là, tout le truc là-bas, c'était connu par cœur. Mais la Mishnah, c'est quoi? C'est la transmission orale. L'étape numéro 2 de l'existence, dit la Mishnah, c'est quoi? C'est le rapport de confiance que tu vas devoir construire vis-à-vis de ceux qui te transmettent quand tu commences à avoir un sens critique. Ça veut dire quoi? L'enfant, jusqu'à 5 ans, 6 ans, en tout cas dans cet âge-là, papa, maman, c'est papa, maman. Et s'ils ne sont pas complètement, pardonnez-moi l'expression, à l'ouest, il n'y a pas de problème. Quand il arrive vers l'âge de 10 ans, il commence à avoir un regard un peu plus scrutateur, il commence à voir les défauts dans la cuirasse, il réalise qu'au fond, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Il réalise que cette confiance absolue qu'il avait en nous, brusquement, je ne suis pas devant la perfection. Et c'est là où, en effet, on va devoir lui apprendre à développer cette confiance par rapport, vis-à-vis, pardonnez-moi, de la parole et de ce qu'on va lui transmettre. Ça veut dire que l'étape numéro 2 que l'on va devoir installer, c'est comment je fais pour être dans un rapport de confiance avec quelqu'un qui, même s'il n'incarne pas la totale perfection, je vais néanmoins donner du poids à ce qu'il va me dire. Ça va être la deuxième étape. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable, dans ma vie, de savoir faire une certaine part des choses et de ne pas être dans une recherche d'un absolu qui m'empêcherait au fond d'être à l'écoute et de donner du poids à une parole. Et ça, c'est capital. Et dans la relation aux parents, c'est capital.
Si nous devions être parfaits pour que nos enfants soient à l'écoute de ce qu'on a à leur dire, eh bien, il ne se passerait pas grand-chose dans la relation entre les enfants et les parents. Est-ce que cette notion-là, je l'ai installée chez moi? C'est-à-dire quelle est la capacité que j'ai de savoir faire la part des choses. Ça, c'est ce qu'on demande à un enfant à 10 ans. De savoir garder ce regard qui, de facto, sera critique, parce que tout simplement, il va observer, mais en même temps, ne pas, de par ce qu'il verra, s'empêcher d'être à l'écoute d'une parole dont il a besoin. C'est une forme de preuve, c'est une preuve de maturité qu'on lui demande d'avoir. C'est-à-dire réaliser, traduit dans d'autres mots, que ce n'est pas parce qu'il y a un moment quelque chose qui me dérange que pour autant j'invalide la totalité de l'autre. Étape fondamentale. Parce qu'elle va conditionner l'univers des relations. Parce que soit nous serons dans une vision un peu fantasmée de l'autre parce que nous avons envie de cette relation, soit dès le moment où nous n'en voudrons plus, nous nous focaliserons sur un point qui nous pose problème chez lui et à ce moment-là, nous arrêterons. Et dans tous les cas de figure, on sera déçus. Savoir faire la part des choses, c'est ce que l'on apprend à faire à l'enfant à l'âge de 10 ans quand il a la Mishnah, c'est-à-dire quand il rentre dans la transmission orale. Quand c'est la parole d'un tiers, ici en l'occurrence du maître, mais qui peut être aussi le parent, qui va lui dire des choses, mais qu'il est capable de dire « Ouais, tu me dis ça, mais toi, quand même !» Le moment où il peut dire « Mais attends, oui, je suis d'accord, mais toi, quand même, il y a 15 jours, hein, tu as bien mangé le chocolat, même si tu dis qu'il faut savoir se retenir dans la vie. » D'accord. Pardonnez-moi de prendre ces exemples un peu bruit de décoffrage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit il est dans un schéma d'idéalisation, soit il n'est pas capable de faire la part des choses et il invalide la totalité de nos paroles. Ça, c'est la seconde étape qu'on nous demande de passer. C'est-à-dire d'installer à l'intérieur de nous cette capacité-là, de savoir faire la part des choses et de ne pas invalider ou alors sublimer l'autre. Intéressant. Étape suivante. Et vous imaginez à quel moment les Chachamim nous demandent d'installer ça dans la vie. Alors là, on est avec un gamin de 10 ans. 10 ans. Mais on peut faire des sessions de septembre si vous voulez, même à 40 ans. Suite, Ben Chamesh Esrei la Talmud. À 15 ans, c'est le Talmud. Alors non, Shlosh Esrei la mitzvot, 13 ans ou 12 ans, les mitzvot. Ça veut dire quoi? Le projet à un moment, le projet suivant. Donc regardez, on a vu un peu comment ça, les différentes étapes. Le projet d'après, c'est de rentrer dans l'univers, allez, je vais utiliser le mot, ça me fait plaisir, de la soumission. L'univers dans lequel je suis capable de faire ce que je veux parce que j'ai une forme d'indépendance, et malgré tout, je suis prêt à un moment à me soumettre à une parole ou à une volonté qui n'est pas la mienne. Ça, c'est l'étape d'après. On est ici, à l'intérieur de toutes les étapes que l'on doit passer pour construire un être. On est en train ici de nous dire dans la Mishnah, pour construire quelqu'un, voici les différents éléments que tu dois installer dans sa vie. Premièrement, le rapport à l'immédiateté. Je fais que si j'en ai un plaisir immédiat. Non, ça tu travailles. Deuxième chose, le rapport de confiance et la capacité de savoir de faire la part des choses, fondamentale dans l'univers des relations. Troisième chose, je suis indépendant, parce que l'âge de 13 ans, de 12 ans pour les filles, de 13 ans pour les garçons, c'est une capacité, là, la Khadi peuvent se marier, c'est-à-dire créer une indépendance, et malgré tout, à ce moment-là, on me dit, mitzvot, tu es capable d'avoir cette liberté de te soumettre à quelque chose. Grandeur de celui qui est capable à un moment de décider à quoi il veut se soumettre. Étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? Ça va être Ben Chamesh Esrei la Talmud, 15 ans pour le Talmud. Alors vous allez me dire quelle différence il y a entre le Talmud et la Mishnah, puisque le Talmud n'est que le développement de la Mishnah. C'est quoi le principe du Talmud? Le Talmud, c'est un univers dans lequel vous avez sur le même sujet quelqu'un qui pense A, quelqu'un qui pense B, et chacun est capable de développer un argumentaire pour pouvoir par la suite aboutir à un résultat, et celui qui à un moment n'a pas réussi à prouver la justesse de son point de vue est prêt à accepter le point de vue de l'autre. C'est l'univers du vitour, du renoncement, non pas parce que c'est plus simple, mais parce qu'à un moment je suis à la recherche de la vérité. L'étape suivante,
à développer dans l'existence, c'est quoi? L'étape d'après, c'est de travailler sur avoir à un moment une idée. J'ai le droit d'avoir une idée. Me battre pour cette idée, mais être capable de la défendre à travers une démarche intellectuelle et non pas dans un rapport de force physique. Y être prêt à un moment à renoncer à cette idée si l'autre est capable de me montrer la justesse de la sienne et à ce moment-là, d'être mevater, c'est-à-dire de renoncer pour pouvoir m'inscrire dans une nouvelle démarche. C'est seulement après qu'on arrive la choupa au mariage. C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver à l'univers du mariage si tu n'as pas d'abord travaillé ces 3 premières étapes. Les 3 premières étapes, c'est celle-là. La relation à l'immédiateté, la relation, la capacité de savoir faire la part des choses, la possibilité à un moment d'accepter de se soumettre à une volonté autre que la mienne, fondamentale dans un couple, et la capacité que l'on a d'avoir un point de vue, mais de comprendre que l'enjeu n'est pas un enjeu de pouvoir, parce que dans ce cas-là, c'est l'utilisation de la force brutale, mais c'est un échange intellectuel dans lequel je suis prêt à un moment à dire « tu as raison, je me suis trompé », et donc c'est ton idée que l'on va suivre. Et Ben Shmona Esrei, à ce moment-là, tu as 18 ans, tu peux te marier. Et officiellement, c'est à cet âge-là, on est censé avoir acquis ces dimensions. C'est-à-dire que normalement, c'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un process, il y a eu une démarche. Aujourd'hui, on est dans une génération légèrement différente. Et peut-être certaines ou certains voulaient déjà se marier à 18 ans parce qu'ils avaient passé ces étapes, mais ils n'ont pas trouvé la personne. Au passage, si on les a vraiment franchis à 18 ans, généralement, on sait comment faire pour pouvoir voir la personne qui nous est destinée et pas la mettre sur le côté, au passage. Mais après, on ne sait plus si elle est là, c'est l'autre problème. Mais voilà, Ben Shmona Esrei la choupa. Et maintenant, on rentre à la choupa. Et de nouveau, même l'étape du mariage, c'est intéressant de voir. On dit choupa. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots qui sont utilisés? On peut utiliser d'autres termes. Pourquoi c'est le mot choupa? La choupa, c'est quoi? La choupa, c'est le dé nuptial. Il y a des termes que l'on peut utiliser pour parler du mariage. Entre autres, nisuin. Nisuin, c'est un mot qui désigne la cérémonie du mariage. Kiddushin, enfin, il y a d'autres mots. La choupa, c'est quoi la choupa? Alors je vais vous donner une info que vous ne connaissez peut-être pas. C'est que normalement, même si ce sont les parents qui payent la synagogue, il est bien, voire même extrêmement recommandé, rassurez-vous, s'il n'a pas fait tout va bien, c'est quand même bon, mais il est quand même fort recommandé que le khatan paye la location de la choupa. Traduction, il va chez le père ou chez le beau-père, si ce sont eux qui ont loué, il leur dit, je te donne, allez, 10 €, 20 €, 5 €, on n'est pas obligé d'avoir une somme importante, pour que le lieu de la choupa, juridiquement parlant, m'appartienne. C'est-à-dire, c'est un cadre qui est à moi, dans lequel je vais faire rentrer celle avec laquelle je vais construire. D'accord? C'est ça la choupa. La choupa, c'est donc quoi? C'est le moment dans lequel on juge qu'un individu est capable de construire un cadre et que ce cadre soit un cadre qui, en effet, non pas enferme au sens péjoratif du terme, mais un cadre fermé. Un cadre dans lequel, en effet, eh bien, il peut dire à l'autre, voilà, tu es chez moi. C'est ça la choupa. Le mariage, c'est ça. C'est construire un cadre. Le mariage, c'est construire un cadre. C'est pas une ambiance, c'est pas juste vivre à deux. C'est définir un cadre. Et dans ce cadre-là, personne ne peut rentrer sans mon autorisation. Personne ne peut pénétrer dans cet univers. Ça, c'est l'étape d'après. Être capable donc de poser un cadre et de voir le mariage comme étant un cadre que l'on construit. À l'intérieur d'un cadre, il va falloir que tu inventes une histoire. Parce que si j'ai un cadre, qu'est-ce que je mets dedans? Ça, c'est la question qui se pose. Ça, c'est l'étape d'après. Et maintenant, on va passer à d'autres choses. Une fois que tout ça, ça a été posé, c'est-à-dire que les premières étapes de la vie sont là pour
mettre en place les process qui vont nous permettre maintenant de passer d'autres étapes de l'existence que l'on va essayer d'analyser ensemble. La suite, c'est quoi? Ben Esrim Lirdov. À 20 ans, tu commences à courir, c'est-à-dire maintenant, ce qu'on te demande, c'est d'assumer ce que tu as réussi à construire, c'est-à-dire de courir pour pouvoir nourrir ta famille. Alors vous allez dire, qu'est-ce que les filles ont à faire là-dedans? Parce que c'est vrai. À ce moment-là, on va dire, parce que la responsabilité de nourrir la famille, c'est l'homme, c'est pas la femme. C'est son obligation. Et en effet, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans le même principe d'étape pour l'homme que pour la femme. C'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que la femme, on a presque envie de dire qu'elle est arrivée à sa finalité. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, elle va développer quelque chose de totalement différent. Comment, de quelle manière, on va le voir tout de suite. Ben Esrim, Lirdov. L'étape suivante, c'est quoi? La notion de Lirdov. Mais vous comprenez bien que courir après sa parnassa, quand vous avez été capable de mettre en place les étapes précédentes, ce n'est pas la même chose. Ben Shloshim, 30 ans, la Koach, pour la force. Alors, de quoi il s'agit? C'est l'âge dans lequel, en effet, on va demander à l'individu de développer au maximum ce qu'il a commencé à mettre en place à l'intérieur de sa famille. Alors, c'est très ennuyeux ce que je suis en train de vous dire, parce que clairement, on est en train de nous apprendre que les étapes d'après, leur lieu d'excellence, elles doivent se passer, pardonnez-moi, à l'intérieur d'une famille. Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore dans ce stade dans lequel la famille a été construite, et c'est vrai que ce n'est pas simple à entendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire, mais à un moment, on te dit l'étape d'après, c'est de commencer à mettre toute ton énergie pour développer ce que tu as mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel notre travail à nous, c'est de savoir que nos énergies, elles sont là pour développer quelque chose que l'on a construit à l'intérieur d'un cadre. Nos énergies, on ne les utilise pas pour créer le cadre. On les utilise pour développer quelque chose à l'intérieur d'un cadre. C'est comme ça que normalement on est censé faire. Pour développer quelque chose à l'intérieur d'un cadre. Alors vous allez dire, bon, vous êtes très sympa, mais quand on n'est pas marié, on fait quoi? La question est bonne. Et c'est quoi cette histoire de 20 ans pour les garçons de courir après la parnassée, nous les filles, on fait quoi? C'est-à-dire que nous, on est là, et puis à la Clairefontaine, je suis là, j'attends le prince charmant, il y a un problème. Très sincèrement, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la Mishnah, elle nous apprend ce que devraient être les choses. La Mishnah nous dit, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre en place l'univers pour que et l'homme et la femme se réalisent le mieux possible. Il se trouve que maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais là, on est quand même en train de nous poser le schéma tel que la Torah nous le propose. À un moment, vous dites, oui, mais on n'est pas, je suis d'accord, on est hors schéma. C'est ennuyeux. On ne va pas réinventer une Mishnah pour dire, mais quand? Alors il y a une option de... Non, il n'y a pas d'option, on va voir quand même comment on peut faire. Pourquoi je le dis de cette manière, et c'est un peu dur? Parce que on ne peut pas à un moment s'imaginer que l'on franchit des étapes alors qu'on fait du surplace. C'est pas possible. On ne peut pas à un moment s'imaginer qu'on franchit des étapes alors qu'on fait du surplace. La plupart du temps, on ne fait que récupérer ce qui n'a pas été installé auparavant. Vous allez dire, je suis pas sympa ce soir et peut-être légèrement déprimant. Non, pas du tout. Parce que, je vais vous le dire pourquoi. Parce que notre génération s'appelle Ikvata Dimshicha. Elle s'appelle les talons du Messie. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les talons? Pourquoi pas une autre partie du corps? Parce que le talon a ce site particulier d'isnomètre. C'est la partie a priori la plus vile du corps. Généralement, on ne va pas au niveau des talons commencer à faire de la manucure ou d'autres choses. Les talons, on les écrase tous les jours. C'est-à-dire que même au niveau symbolique, vous allez dire que l'avant du pied, comme diraient les enfants, on les peinture de temps à autre, mais l'arrière du pied, on écrase.
Toute la journée, on écrase. C'est quelque chose qui est écrasé, sur lequel on appuie. Mais si on vous enlève les talons, vous ne tenez plus debout. On est totalement en déséquilibre. On est d'accord? On essaie d'enlever les talons à quelqu'un, il sera obligé d'écarter très très fort les jambes pour que la projection orthogonale de son centre de gravité, elle rentre dans le polygone de sustentation entre les jambes, quoi. Sinon ça n'ira pas, parce que c'est comme ça, c'est dramatique. Donc on va être obligé à un moment de réaliser que le talon, c'est a priori quelque chose de méprisable, et en même temps, c'est capital. C'est-à-dire sans ça, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Et disent nos maîtres, notre génération s'appelle en effet Ikvata Dimshecha, parce qu'à l'image du talon, c'est quelque chose qui est écrasé, c'est-à-dire quelque chose qui a priori souffre. C'est quelque chose qui a priori est malmené. Oui. Intéressant de voir comment les maîtres du Zohar nous enseignaient, nous apprenaient déjà que ces générations qui sont les nôtres seraient des générations malmenées, qui se sentiraient écrasées sous quelque chose qui les dépasse, mais qui doivent en même temps savoir que de la manière dont elles arriveront à rester et à se maintenir, c'est cela qui maintient la totalité de toute l'histoire du peuple juif. Ça ne règle pas le problème de « ce soir je rentre et je suis encore seul à la maison ». Je suis bien d'accord. Ça ne règle pas le fait qu'on aimerait que les mains soient occupées par autre chose que de taper sur un clavier plutôt qu'avoir des bébés. Je suis d'accord. Mais ça nous permet aussi d'avoir une autre lecture et de savoir que, quelque part, il y a quelque chose quand même à faire. Déjà, peut-être essayer de faire des séances de rattrapage sur les 4 premières parties. On n'a peut-être pas besoin de le faire, elles sont peut-être déjà installées. Mais souvent, très souvent, si on réfléchit bien, les 4 éléments fondateurs que l'on a vus précédemment ne sont pas toujours très présents chez nous. Et les utiliser pour la suite. Les utiliser pour la construction que l'on veut avoir. C'est-à-dire savoir que l'étape que je veux franchir, je ne pourrai la franchir que si ces 4 éléments sont présents. C'est lesquels? 1. Avoir un vrai projet. 2. Ne pas me laisser m'entraîner vers le bas par les contingences matérielles et les réalités compliquées de l'existence. Construire une certitude et développer et créer la joie. Nous sommes créateurs de joie. On n'attend pas que ça nous tombe dessus. La joie, c'est quelque chose qui se crée, qui se décide. Parce que je sais que ce que je fais est porteur de sens. Après, ne pas juste être dans un univers de vœux pieux, mais passer à l'acte. Je sais très bien que Facebook, je sais très bien, nous next. Alors tu as débranché quand la prise, mon frère? Quand tu t'es désinscrit? À quel moment tu as dit, ben non, dans la mesure où ça ne peut pas créer une relation à terme, alors j'arrête? Quand tu l'as fait? C'est quand la dernière fois? Tu l'as dit? Tachlos, tu le fais? Non, alors? Alors on fait quoi? Si cet élément-là, il n'est pas présent, on ne peut pas passer l'étape. La troisième chose, fais preuve de constance. À l'image de l'enfant qui apprend à lire, comme on l'a vu, première étape, on lui dit, c'est plus un jeu, tu ne vas pas kiffer immédiatement, mon frère. Et regardez, c'est très intéressant. Il y a une lettre qui est écrite il y a longtemps par le Rav Dessler quand on lui parlait des nouvelles méthodes d'apprentissage de la lecture. Qu'est-ce qu'un Rav comme le Rav Dessler qui était un géant de la pensée, quelqu'un qui a une connaissance de la Kabbale et du reste incroyable. Il va, oui, alors je pense qu'il faut... Tu lui demandes, oui. Parce que les enjeux, ce n'est pas juste comment il va mieux apprendre. Et lui, il leur dit, la méthode ancienne, on la garde. Et si vraiment ça marche malheureusement plus du tout, alors peut-être on peut inventer une nouvelle méthode. Et la méthode ancienne, c'est Kamatz Aleph A. C'est-à-dire, tu as lu A, Ba, Da, Ga, et il ne s'est rien passé, parce que tu ne sais toujours pas lire le Chumash, tu ne sais toujours pas lire la BD, tu ne sais toujours pas lire les affiches. Donc tu n'as pas de plaisir. Tu fais des efforts, tu n'as pas de plaisir. Et tu continues. Et un beau jour, tu réalises, tiens, je sais lire. Plutôt que de donner le plaisir, ah, tu sais lire, on appuie sur 3 boutons et tu vois les lettres qui s'illuminent et tu kiffes et tu dis, génial, j'ai fait la musique. Je crois qu'il y a quelque chose, à un moment, on oublie. Quels sont les enjeux? Et quand les Chachamim se sont attachés parfois à ce qui nous semblerait être des détails, c'est qu'ils savaient très bien que derrière ces détails, c'est l'univers de la construction de ce qui va être un adulte qui se met en place. Alors après, on reprend. En effet, une femme n'a pas passé cette étape de 20 ans, elle est en train d'installer sa vie de famille. Clairement.
Il se trouve que ce n'est pas le cas. Donc maintenant, savoir que courir derrière la parnassa pour une femme, ce n'est pas son job, mais elle va avoir un job. Mon épouse travaille, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème. Mais savoir que ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Donc en 2 mots, se rappeler que mon domaine d'épanouissement absolu n'est pas censé passer à travers cela. Bien sûr, si pour moi, être dans un univers de famille et tout se valorisant parce qu'on a désappris à valoriser ce qui est capital, c'est-à-dire la construction de la vie, c'est vrai que c'est ennuyeux. Dans un monde dans lequel on recherche les applaudissements à l'extérieur parce que souvent à l'intérieur ils ne sont pas, je l'entends. Mais il y a un problème quelque part. Dans un monde qui a utilisé le pouvoir économique de l'homme pour pouvoir prendre le pouvoir sur la femme et pour faire en telle sorte qu'elle reste toujours à demeure même si elle veut divorcer parce qu'elle n'a pas la possibilité de devenir indépendante, je l'entends et je le comprends. Mais ça, c'est l'expression d'un système qui a échoué. C'est un échec. Une femme qui ressent le besoin de travailler pour pouvoir être indépendante au niveau d'une rupture potentielle, c'est un échec pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme est passé complètement à côté de l'histoire, il n'a rien compris. Donc la Torah ici nous parle d'un absolu. Et il y a les réalités totalement acceptables et compréhensibles dans lesquelles nous sommes. Il faut faire donc bien la part des choses entre ce qu'Akadosh Baruch Hu prévoit pour l'humanité et la réalité avec laquelle on est obligé de faire. Mais dans l'absolu, le féminin en effet n'est pas dans la problématique de courir après la parnassa. Elle peut le faire et elle en a les capacités, voire même parfois plus que l'homme. Mais son histoire, elle n'est pas censée se passer là. Mais je peux comprendre qu'elle n'a pas envie que son histoire se passe là où elle est censée être, parce que là où elle est censée être, ce sera tellement insupportable, parce qu'elle sera tellement non valorisée, qu'elle n'aura qu'une envie, c'est de se retrouver ailleurs. Je peux l'entendre, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc après, on revient. Le koach, c'est quoi? C'est développer au maximum, ce que j'ai commencé à mettre en place. Et là, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. C'est-à-dire, à un moment, l'étape d'après dans la vie, c'est dès le moment où je construis une famille, où je construis une parnassa, à ce moment-là, se rappeler de cet enseignement, Kol ma shebiat chalasot b'chochacha, c'est ce que tu fais maintenant, tu mets la totalité de tes énergies. C'est-à-dire que là, on est dans l'univers dans lequel on va donner de l'ampleur à la première chose que l'on construit. C'est la première construction de ma vie. C'est la maison que j'ai mis en place, cette construction dans laquelle la femme va jouer un rôle capital à Keret Habayit, au centre de tout, et aussi dans l'univers qui permet à cette construction d'exister, c'est-à-dire la parnassa. C'est-à-dire je donne de l'ampleur, ça veut dire que l'énergie n'a de sens. L'énergie, je la développe que par rapport à quelque chose qui est du domaine de la construction. Posons-nous la question, où mettons-nous nos énergies? L'étape d'après, c'est de se rappeler que mes énergies, elles sont là pour donner plus d'ampleur à quelque chose qui est du domaine d'une construction qui est là pour faire aboutir quelque chose qui rentre dans une pérennité. Je n'ai pas besoin de développer mes énergies pour d'autres choses. Les autres choses doivent être faites. Et ô combien d'individus développent et investissent leurs énergies et mettent toute leur force dans la construction de choses totalement éphémères et futiles, qui n'ont pas de sens, et qui, quelque part, ne seront là qu'à un moment. Combien d'énergie on met pour préparer une bar mitzvah? C'est énorme. Mais c'est éphémère, it's just one day. Comme le mariage, it's just one day. Excuse-moi, mon frère. Bon, one day, important, comme dirait l'autre. Mais just one day. Au passage, c'est intéressant, c'est au niveau purement éducatif. Beaucoup de parents pensent qu'ils ont échoué dans leur éducation, ils ont totalement réussi. Parce que leurs enfants véhiculent les valeurs qu'ils leur ont appris, et c'est là qu'ils ont donné l'importance. La bar mitzvah, ils ont passé des heures à choisir le menu, le DJ, les tenues, le machin. Éventuellement, pour le discours, on s'est rappelé qu'il fallait appeler le rabbin 15 jours avant. Ben, les enfants suivent l'éducation parentale. Ils donnent de l'importance au DJ, aux ambiances, aux vêtements et à tout le reste. Ben, normal. Il y a la nourriture et à tout, voilà. Ben, c'est une éducation réussie.
On a réussi. Je ferme cette parenthèse. Koach, c'est quelque chose qui est là. Mais tu développes tes énergies maintenant. Tu mets tout ton être dans le cadre que tu mets en place. Et ça, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Donc on pose la question de la dispersion des énergies et du lieu dans lequel on met en place nos énergies. L'étape d'après, c'est quoi? C'est Ben Arbaïm Labina. 40 ans, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire l'étape dans laquelle on va développer une nouvelle notion, qui est celle d'avoir de la bina du discernement, c'est-à-dire cette période de vie dans laquelle on sait prendre de la distance et remettre les choses à leur place. On arrive à le faire que quand on est confronté à la réalité de la vie, on commence à avoir une certaine expérience. La théorie, tout le monde la connaît. La théorie, tout le monde la connaît. Mais essayer de faire en telle sorte que dans le concret, on arrive à le mettre en place, c'est Ben Arbaïm, ça c'est à partir de 40 ans. Je vais pas maintenant, je vais encore faire là-dessus, je n'ai pas trop développé parce que je vois que de ma faute d'ailleurs il est tard parce que je suis arrivé un peu en retard. Je vais passer juste l'étape d'après et après je vais revenir sur quelque chose de plus global. L'étape suivante, c'est quoi? C'est Ben Hamishim, le Yetzirah, à 50 ans, on donne des conseils. Il y a qu'avant 50 ans, on ne peut pas donner de conseils. Il y en a qui font du conseil en entreprise, ils ont 25 ans, 28 ans, ils donnent parfois de bons conseils. Et ils donnent de bons conseils, ils disent des choses intéressantes. C'est-à-dire quoi alors qu'il faut attendre 50 ans et comment on fait pour monter la société? En vérité, on ne parle pas bien sûr de conseils qui au fond ne sont ici qu'une expertise et qui a de la valeur. Une expertise, une capacité d'analyser et de faire donc, avec les paramètres que nous possédons, aider des gens à être dans une prise de décision. Ça, ce sont des choses que l'on apprend et qui, en effet, à un moment, on a des domaines d'application. Je suis désolé pour ceux qui font ici du conseil, mais c'est presque un modèle mathématique que l'on met en place à l'intérieur de certaines choses. C'est intéressant de voir que parfois le conseil, eh bien, il peut être le même aussi bien pour une entreprise qui vend des petits pois que pour quelqu'un qui vend du nucléaire ultra développé. C'est-à-dire, globalement, c'est les mêmes modèles, c'est les mêmes schémas. Je parle de choses que j'ignore, mais du très très peu que j'ai pu entendre et essayer de comprendre. Et c'est fort bien. C'est très intéressant et on arrive à de beaux résultats. Ici, ce n'est pas ça la Yetzirah dont on parle. La Yetzirah dont on parle, c'est viens, j'ai besoin d'un conseil pour moi, personnellement, C'est-à-dire d'un conseil qui engage non pas juste un chiffre d'affaires, mais qui engage ma vie. Ben Hamishim, avant 50 ans, qu'est-ce que tu donnes des conseils? C'est quoi ton expérience de vie pour savoir donner des conseils sur les choses? Vous vous rappelez, un jour, dans un cours, on en avait parlé. On avait parlé de cet interdit, l'Ifnei Hiver Lotitan Mirchal, de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle. Personne ne va mettre une embûche devant un aveugle, sinon c'est un fou et un pervers. Mais on avait vu là-bas que la Gemara nous explique que de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle, c'est quelqu'un qui est aveugle dans une décision, qui ne sait pas quelle décision prendre, ne lui met pas d'embûche, c'est-à-dire fait en telle sorte qu'il ne tombe pas. C'est-à-dire, rappelle-toi que ta parole peut créer un drame. Dans la série, moi je serai toi, je le lâcherai. Dans la série, mais dans un cas pareil, il faut tout arrêter. Dans la série, ah vas-y, il est super. Et autres conseils du même genre. Quand les gens disent ça, je dis, toi t'es marié au fait? Pour parler de ça? Non, alors de quoi tu parles? Parce que, qu'est-ce que tu fais dans 10 ans quand il ou elle est toujours pas marié? Ça va être intéressant ça. C'est toi qui gères le dossier? Non, généralement c'est moi qui vais le gérer. Hein. C'est toi qui gères? Non. Alors de quoi tu parles? Non, je te dis, envoie-les ici en Israël, dans telle école, ça va être super, je sais, j'ai des gens, ils m'ont parlé. Tu as déjà éduqué des enfants? Tu as vu ce que c'est un enfant qui est soumis à l'influence des autres? Tu sais c'est quoi le résultat? Alors de quoi tu parles? C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que la notion de la Yetzirah du conseil, il y a des domaines dans lesquels on est très très vigilant, mais d'autres dans lesquels on est détente. Et je vais vous donner l'exemple. C'est un exemple que j'affectionne particulièrement, qui ne me concerne pas totalement personnellement, même si j'aimerais. Et je vais vous dire pourquoi. Imaginez que demain, j'aille chez une ou un d'entre vous, et je lui dis, voilà, que faites-vous dans la vie? La personne me dit, eh bien voilà, moi j'ai fait 5 années ou 6 années d'études de vétérinaire, ce qui est une profession qui demande des études, etc. Donc c'est fort respectable. Je dis, eh bien, écoutez, ça tombe très bien, j'ai un conseil à vous demander,
je viens de recevoir la somme de 80 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez me dire comment, d'après vous, je devrais les investir? Le gars me regarde, il me dit, donc soit c'est une blague sur les 80 millions d'euros, soit tu as un problème d'audition, il va falloir voir un audioprothésiste. Je suis un vétérinaire. Je lui dis, oui, je sais, mais pouvez-vous me conseiller? Donc soit le gars est fou et il me donne des conseils, soit c'est quelqu'un de normal et il m'oriente vers quelqu'un dont c'est le métier. Et il ne viendrait l'idée à personne d'entre vous d'aller demander des conseils de placement ou d'achat immobilier à quelqu'un de brillant, d'intelligent, de génial, mais dont ce n'est pas le métier. Sinon, on est fou. Mais sur des choses fondamentales, le copain, la copine, l'autre, sa parole a du poids. C'est intéressant. Ben Chamishim le Etza. L'étape dans laquelle je me donne cette liberté de donner des conseils, c'est Ben Chamishim à 50 ans. Et si on te les demande et tu n'as pas le choix, tu es obligé de parler, eh bien, tu as besoin d'avoir un maître. Et si tu n'as pas de maître qui lui a plus de 50 ans, ben tais-toi, mon frère. Tais-toi. Sauf si, bien sûr, lui, il me dit, excusez-moi, on est en train de discuter si, d'après vous, c'est mieux qu'on prenne une salle à côté de Paris ou dans Paris, parce que, bon, alors là, tu peux parler, parce que l'enjeu, c'est juste éventuellement 1 heure de bouchon. Mais en dehors de ce genre de choses, ça, la Mishnah ici nous renvoie à l'idée qu'il y a des étapes qu'on ne doit pas s'amuser à franchir avant d'avoir soi-même une expérience de vie dans laquelle on peut, suivant les étapes à 50 ans, avoir appris à faire preuve d'esprit de discernement, c'est-à-dire se mettre en distance, et ne pas analyser une situation à travers le prisme de ma propre histoire, donc à travers le prisme de ma subjectivité, et de ne pas penser que l'autre vit les choses de la manière dont je les vis. À ce moment-là, en effet, ta parole, elle a lieu d'être dite. À ce moment-là, tu as une responsabilité aussi de dire quelque chose à un tiers. Là et de ça, ce n'est pas juste une réponse, c'est aussi une proposition. Mais c'est qu'à partir de 50 ans, c'est-à-dire il y a un moment dans lequel tu passes à cette étape-là. Alors, vous voyez que la Mishnah n'est pas terminée. On va juste essayer de, non pas de faire un résumé, mais ce qui est intéressant dans ces textes, c'est de voir que le premier texte éclaire le second. Déjà, de voir que les éléments qui nous permettront de passer des étapes doivent être présents dans toutes les étapes de l'existence. On a vu aussi que des choses qui peuvent nous sembler être puériles, au fond, sont fondatrices par rapport à la construction de notre vie. Si un enfant a appris à savoir gérer l'instant présent, même s'il n'a pas tout de suite de plaisir et d'investir de l'énergie, il saura se battre plus tard dans son couple, même si le retour n'est pas immédiat. C'est à ce moment-là qu'on le lui a appris. Et s'il n'a pas appris, il revient à la case 5 ans. D'accord? Ça, c'est l'exemple. Peut-être qu'il faut essayer de garder en tête. Comment nous, on fait maintenant pour bien passer les étapes? Première chose, savoir qu'il n'y a aucun problème. On a le droit à des sessions de septembre et même des sessions accélérées. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'évolution tranquillou. Je me retrouve, j'ai 28 ans, 30 ans, 35 ans, 25 ans, ce que vous voulez. Je me pose la question, est-ce que l'étape de 5 ans, je l'ai franchie? Peut-être oui, peut-être non. Sinon, eh bien, je peux faire un travail par rapport à ça. Est-ce que l'étape de la relation de confiance et la prise de distance et ne pas voir l'autre à travers le point qui me pose problème et le voir dans sa globalité, j'ai appris à le faire? Non, je peux le faire. Arriver à un moment à accepter de me soumettre à une volonté qui est au-dessus de la mienne, même si je suis indépendant, est-ce que j'arrive à faire ça? Oui ou non? Est-ce que j'arrive à un moment à être dans un conflit dans lequel c'est la parole qui est présente et dans laquelle je suis prêt à me soumettre à l'argument de l'autre et à suivre ce qu'il me dit? Oui ou non? Est-ce que je sais faire ça? Non. Oui? Super. Après, choupa. Est-ce que j'ai compris que construire une histoire, c'est créer un cadre? Est-ce que j'ai compris que l'investissement maximal, c'est pour développer ce qu'il y a à l'intérieur du cadre? Est-ce que j'ai compris que moi, en tant qu'homme, ma responsabilité, c'est d'amener la parnassa? Et en tant que femme, ma responsabilité, c'est d'installer ce qui va être la base même du futur? Oui ou non? Après, je veux travailler, je ne veux pas travailler, c'est un deuxième problème. Mais dans les choix que je fais, est-ce que c'est dans des choix qui construisent que je mets mes énergies? Où je les mets, mes énergies? Dans quoi je les mets? Et après, comme on a vu, Arbaïm, l'Abina, si certains ont déjà 40 ans, est-ce que j'ai appris à comprendre que dans la vie, il faut faire preuve de discernement? Mais là, je n'ai pas trop développé, ça demanderait vraiment un cours. Et surtout, est-ce que je n'ai pas, à 30 ans déjà, le modèle de fonctionnement de celui qui a 50 ans, c'est-à-dire je m'amuse à donner des conseils. Donc, j'ai été franchir une étape
qui n'est pas encore... Le conseil, ça peut être tout simplement une écoute. Être à l'écoute de quelqu'un qui nous dit « j'ai besoin d'un conseil », on peut lui dire « écoute, si c'est un conseil technique et j'ai les compétences, je peux les donner. Si c'est un conseil de vie, je peux éventuellement t'écouter et qu'on en discute. » Ça, oui. Et ouvrir d'autres hypothèses de lecture d'une situation, ça, on peut faire. Ça, c'est intéressant. Parce qu'au fond, quand on donne un conseil, c'est qu'on ouvre d'autres hypothèses. On ouvre, on va à l'extérieur. On ne reste pas dans les hypothèses classiques. On essaye d'imaginer d'autres hypothèses pour comprendre la situation. Et la Hetza, c'est de dire, et parfois, qu'on n'a pas l'âge de la Hetza, et qu'on n'a pas encore le vécu qui permet d'être dans la Hetza, parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. C'est pas qu'on n'est pas, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle, donc on ne parle pas. À ce moment-là, permettre à quelqu'un d'aller vers celui qui en effet a cette possibilité-là. Donc, quelque part, ces étapes-là, on peut les mettre en place, même si on a oublié de les mettre en place à un moment de notre vie. La question lancinante, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on est confronté à des gens qui ont oublié de passer des étapes? Eh bien, de le leur dire, éventuellement, mais est-ce que les gens sont toujours prêts à entendre? De les amener à réaliser que s'ils ne franchissent pas ces étapes, eh bien, ils pourront construire quelque chose, mais qui ne sera pas l'expression réelle de ce qu'ils auraient pu mettre dans l'existence, même si ça peut être même si ça peut être quelque chose de très bien. Ça, c'est au fond ce que nous propose la Torah sur cette notion de passer les différentes étapes de l'existence. Il y a d'autres points que je n'ai pas eu le temps de développer, mais ça nous donne déjà un point de départ. On passe quand même à vos questions, si vous le voulez bien, à vous les questions. Oui? Alors, est-ce que le sens de la vie, c'est... Je vais dire quelque chose qui va être difficile à entendre dans ma réponse. Et ça va être difficile à entendre. Mais, vous savez, à un moment, on ne peut pas faire l'économie de ce qui a marqué dans les textes. Il faut juste essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Lorsque Hannah, c'est elle qui va être la mère du prophète Shmuel, Samuel, c'est-à-dire Shmuel, ça va être... On dit que Shmuel, c'est Moïse et Aaron en même temps. Donc vous imaginez un petit peu. Quand Hannah, elle est là, et comme d'autres matriarches aussi, ils se retrouvent dans la même situation, elle ne peut avoir d'enfant. Et là, je parle donc de la problématique de la famille dans laquelle on construit un futur. Elle regarde son corps et elle dit, serait-ce à dire que ces possibilités de donner la vie et de nourrir l'enfant qui sont là, c'est ma physiologie, ne vont pas servir totalement à ce pourquoi c'est là? C'est-à-dire qu'à un moment, Hannah se pose la question, mais se dire, mais est-ce qu'il y aurait une dimension inutile à des éléments qui sont présents chez moi? La construction d'une famille, elle a sa raison d'être parce qu'on a une potentialité de la construire. Si nous n'en avions pas la potentialité, nous n'en aurions pas l'obligation. Parce que la Torah ne peut pas m'obliger à quelque chose vis-à-vis duquel je n'ai pas de possibilité. Donc c'est une obligation. C'est quelque part. Qu'est-ce que veut dire pour toi le mot obligation? C'est une obligation... Qu'est-ce que tu traduis par obligation? Bah, c'est un devoir, quoi. C'est un devoir. Et donc, ça a une connotation... Non, pas forcément négative. Non, c'est juste une question. C'est un devoir. Le devoir, c'est pas forcément la même chose que le sens. Mais j'ai envie de dire que... Alors, ici, c'est le constat... Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. J'ai la possibilité de créer. Pourquoi je ne le fais pas? C'est ça la question que je me pose. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné une potentialité de créer, alors pourquoi je ne le fais pas? C'est la responsabilité par rapport à mon monde des possibles qui se pose ici. C'est pas tu dois créer une famille parce qu'une famille c'est bien et c'est la pérennité du peuple juif et c'est super. Oui, c'est vrai aussi. Mais en amont, c'est autre chose. Dans la mesure où ce potentiel de créer et de donner la vie est à l'intérieur de moi, c'est quelque chose que je dois essayer de mettre en place. Néanmoins, il y a un verset qui dit la chose suivante. Ce verset-là nous dit « Va'al yomar asaris hen ani et yavesh, ki ro'amar Hashem lasarisim, venatati lahem bebeti uberchobotai yad vashem tov mibanim ou mibanot » C'est un verset dans les psaumes, pas dans les psaumes, dans le Nach, qui dit « Car Dieu ainsi a parlé à celui qui ne peut avoir d'enfant, soit parce que sa réalité physique fait qu'il ne pourra en avoir, soit parce que la vie a fait que les choses n'ont pas pu se mettre en place.
et qu'il va dire « Je suis Etz Yavesh, un arbre sec, mort ». C'est justement pour répondre à ta question. Hachem lui parle à celui-là, il lui dit « Venatati bebeti ou bechomotai yad vashem » et je mettrai bebeti dans ma maison, ou bechomotai et dans mes murailles yad vashem, une main et un nom, tov mi banim ou mi banot, shem olam etenlo asher lo yikaret. Je lui mettrai un nom qui ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Alors ça mériterait une vraie étude, parce que c'est un passage qui est extrêmement intéressant. Il est en train de nous dire la chose suivante, juste un point de départ de réflexion. C'est quoi Yad Vashem? C'est pas le nom d'un mémorial. Yad, la main. Shem, un nom. Yad, je vous l'avais une fois expliqué dans un cours, on l'avait vu ensemble, que Yad, c'est l'idée du dépassement. Parce que quand je suis là, je pense que je ne peux pas atteindre ce qui est là. Si je me rappelle qu'à un moment je dispose d'un bras, alors je réalise que je peux aller au-delà de ce que je pense pouvoir être. Shem, le nom, c'est mon identité profonde. Akadosh Baruch Hu dit que l'homme, en effet, peut réaliser aussi son projet d'existence à travers une vie dans laquelle le dépassement est présent et il cherche à comprendre quelle est la spécificité de ce qu'il peut mettre en place dans le monde, qui ne va peut-être pas, dans ce cas-là, passer exclusivement à travers la création d'une famille. Mais ça, c'est la sarissime à ceux qui n'ont pas pu. Mais ce n'est pas un choix. C'est lorsque l'on est dans ce constat, Akadosh Baruch Hu dit, toi qui as eu cette volonté et qui es dans ce constat, c'est quoi ton histoire? Puisque ce monde des possibles t'a été enlevé, alors ton histoire n'a pas de sens. C'est là où Akadosh Baruch Hu dit, Tov mi banim ou mi banot. Pourquoi? Parce que ce que j'ai mis en place est quelque chose qui véritablement se pérennise. Ça n'enlève en rien, pour celui qui en avait le désir, la souffrance de ne pas vivre ce qu'il voulait. Ça n'enlève en rien la souffrance du manque et de l'absence. Et là-dessus, c'est immense. C'est clair, ça n'enlève pas cette souffrance. Et celui qui dirait, non mais tu comprends, Dieu a dit, il est bien sympa. Mais lui, il rentre chez lui à la maison, il a une femme, un époux et des enfants. Ouais, alors de quoi il parle? Qu'on soit bien clair. Mais ce n'est pas un choix a priori. La Torah nous dit, et voici que, en effet, la vie peut amener à cela. À ce moment-là, la notion du sens, elle est présente, mais d'une manière différente. Voilà un petit peu le point de départ d'une réponse sur un sujet qui est très lourd, hein, qui n'est pas simple, clairement. Autre question? Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein? Oui. Oui, exact. Donc en fait, je voulais savoir à partir de quel moment la femme arrivait à sa finalité et s'il y a une finalité. Lorsqu'on arrive la choupa, à ce moment-là, elle n'a pas besoin de courir après la parnassa. La parnassa, elle est là, en d'autres mots. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin de courir. C'est-à-dire, la réalité à laquelle elle doit donner de l'énergie, elle est présente. Construire un cadre, construire une sérénité, construire un lieu d'équilibre, c'est énorme. Le problème, c'est que comme nous sommes dans une société qui n'a de la reconnaissance que vis-à-vis d'une chose qui a produit dans l'univers du monnayable et du quantifiable, alors bien sûr, c'est un peu cette phrase, on l'entend difficilement. Mais normalement, c'est là où ça se joue. C'est comme ça que normalement, tout ce que l'on a vu par la suite, c'est malheureusement un univers qui a oublié en partie ce que la Torah disait. Et qui a dit, oui, donc moi c'est la parnassa, donc toi c'est la maison, et ça va servir mes intérêts machistes. Et là, en effet, on comprend qu'on a envie de sortir du système et de créer autre chose. Et je l'entends, totalement. Voire même c'est nécessaire, parce que sinon c'est insupportable, c'est invivable. C'est parfois une obligation de survie. Ça peut être parfois une obligation de survie, qu'on soit bien clair. Mais ça, c'est un constat par rapport à ce qui n'a pas été ce que ça devait être. Oui? Souvent, une femme, quand elle travaille, c'est pas spécialement sur la parnassa, d'ailleurs, parfois, on n'a même pas besoin. Elle travaille juste parce que ça lui plaît quand elle trouve s'épanouir, tout en restant aussi épanouie dans son foyer. On peut parfaitement le faire. On peut parfaitement le faire. Si on sait où doivent être mises l'essentiel de nos énergies.
c'est-à-dire avoir ce qu'on appellerait des gestions de priorité. C'est tout. C'est évident. Une femme peut parfaitement être capable à la fois de construire un foyer extrêmement épanoui et d'avoir à côté une activité professionnelle. Mais, je vais être un peu... Essayez de faire taire les portables, s'il vous plaît. Mais, je vous pose une question toute bête. Est-ce que cette réalité professionnelle n'est pas un élément qui l'empêche d'imaginer qu'elle peut avoir un nouvel enfant ? Est-ce que cette réalité professionnelle ne fait pas qu'au fond, on éduque les enfants par procuration avec d'autres ? Je pose la question. Je pose la question. Je la pose. Je pose la question, je ne sais pas. Je pense que c'est intéressant de se poser la question. Je veux dire pourquoi je vous la pose. Ça me rappelle une des conversations qu'a eu une fois mon épouse, qui, dans le cadre de son travail, la première partie de sa vie de femme qui travaille, c'était elle est ingénieure. Maintenant, elle est dans un autre domaine qui n'a aucun rapport. Et donc, dans le 3e ou le 4e année, je ne sais plus lequel, alors son patron lui a dit « Madame Lemel, mais vous exagérez, comment vous espérez une promotion ?» Vous ne pourrez pas. Il dit, mais ce n'est pas l'objectif. Hein. C'est intéressant d'entendre. Le gars, il ne comprenait pas. Il dit, mais attendez, ça ne va pas. Encore un, mais attendez, vous n'êtes pas une poule pondeuse, quoi. C'était intéressant. C'était intéressant. Excusez-moi, mais essayez d'éteindre les réveils et le reste, quoi. D'accord. Donc, c'est sûr que c'est... voilà. Mais c'est dans le domaine du possible. Mais à un moment, on doit se poser la question. Où sont les enjeux ? Et là-dessus, il y a tellement d'éléments. La construction du couple, le regard que porte le mari, ce qui se passe au niveau de la famille, le besoin parfois de se venger d'un passé, que sais-je. Il faut juste avoir les choses claires. L'idée, c'est pas c'est permis, c'est interdit, c'est bien, c'est mal, c'est ridicule. C'est d'avoir les éléments clairs. Comme je vous l'ai dit, parfois, travailler, c'est obligatoire. Parce que s'il n'y a pas ça, il y aura des équilibres. Donc il faut. Mais la question est de savoir quels sont les enjeux réels. Et savoir quels sont les éléments qui ont été présents à l'intérieur de ma décision. Donc pour ça, il faut vraiment se mettre en distance, mettre de côté les poncifs, l'homme, la femme, le truc, le machin, et se voir soi à l'intérieur du cadre et se dire qu'est-ce qui va être bon pour que je puisse justement mettre mes énergies dans ce qui va construire. Et pour ça, il faut faire une chose, se débarrasser de ce que diront les autres. Et ne pas chercher à être dans la pathologie du faire plaisir. Ni d'un côté, ni de l'autre. Si ces deux éléments-là, ils sont clairs, si on est libéré de ce que les autres diront de nous, et qu'on n'est pas dans la pathologie du faire plaisir, que ce soit au mari ou à la belle-mère, d'accord, parce que ça peut être une pathologie, le faire plaisir, parce qu'on est persuadé que si on n'est pas dans le faire plaisir, on n'existe pas. Il y en a qui profitent de ça énormément, mais c'est pas très... Si on a fait ce travail, alors je pense que la décision, elle est ce qu'elle doit être. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.